ça nécessite quelques définitions. Pour les cheveux blancs, je vais essayer d'avoir une animation de conférence entre les jeunes et les moins jeunes. Pour les cheveux blancs, nous avons vécu les uns et les autres l'âge de l'informatique. Puis dans les années 80, début des années 80, arrive la micro-informatique. Au milieu des années 80 arrive le multimédia. Juste après le multimédia, on commence à parler de NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. 92 arrive l'Internet, la libéralisation du web par Tim Berners-Lee. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que la fin du XXe siècle sera marquée par des technologies dont le nom commence par technologie. Qu'est-ce qui se passe il y a 5 ans lorsqu'on parle de numérique ? On commence à parler de culture numérique, on commence à parler de protection des données, on commence à changer de vocabulaire. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que probablement, avec l'extension de l'Internet, le XXIe siècle est technologique au-delà des machines. Ce qui veut dire que le numérique traduit un changement de société et on est tellement en manque de vocabulaire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour la formation par exemple, on va remplacer numérique par digital. Or, numérique, c'est digital en anglais. Et il y a tout un tas de collègues qui parlent de digitalisation de la formation. Qu'est-ce que c'est que cette transformation permanente de vocabulaire? C'est une transformation, anthropologique, et ça nécessite de bien réfléchir à ce qu'est le numérique aujourd'hui. Ma définition, c'est celle-là. C'est une proposition de définition avec un pied anthropologique et un pied technologique, classique. Le numérique, c'est l'association de l'informatique et de l'Internet. Je parlerai du statut de l'intelligence artificielle après. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a les réseaux d'un côté et le code de l'autre. Et effectivement, ça a accéléré les technologies. Mais c'est aussi des cultures complexes, saturées d'imaginaire. Et ces cultures-là, on ne les partage pas tant que ça, finalement. Elles peuvent être très inégalitaires. Et les usages, et ça c'est vraiment mon boulot, une gamme infinie de pratiques individuelles et collectives des technologies. Comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe avec des cycles anthropologiques, des cycles socio-historiques, qui sont toujours dans le même registre. Alors, on va prendre l'Internet parce que ça va nous intéresser beaucoup comme support du renouveau de l'intelligence artificielle. Si on prend l'Internet, la phase d'innovation, je ne suis pas en train de vous parler de comment on innove, mais comment on peut qualifier une phase d'arrivée d'une technologie en société. La phase d'innovation, c'est on rase gratis. C'est la technologie avec tous les superlatifs qu'on veut. Et donc, ça donne quoi pour l'Internet ? Je vous rappelle, 1992, Tim Berners-Lee, l'anneau de particules de Genève, un grand service public européen qui libéralise le code de l'Internet. Ce code de l'Internet, l'idée, c'est d'en faire le village planétaire de McLuhan, donc l'utopie de la communication, l'utopie des échanges entre humains qui se met en avant. 1993, la Commission européenne met en place une étude sur la cyberculture. 1994, cette étude se déploie. 1995, vous voyez que ça va très très vite, Pierre Lévy, qui dirigeait cette étude, publie un texte qui s'appelle Cyberculture. Dans Cyberculture, nous avons une espèce de scénario, sauf que c'est un rapport de la Commission européenne, où les experts nous racontent qu'à la fin du XXe siècle, il n'y aurait plus de guerre parce que la cyberdémocratie aurait remplacé la démocratie, il n'y aurait plus de famine parce que les biotechnologies portées par l'Internet auraient remplacé l'agriculture traditionnelle et qu'il n'y aurait pas de problème écologique puisque nous baladerions tous en patins à roulettes électriques dans les villes. Vous voyez que pour les patins à roulettes, il a fallu attendre, les patins à roulettes, les patinettes et autres vélos électriques, il a fallu attendre 20 ans. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que ce temps-là, il peut être très court, mais il est assez déterminant dans les représentations que nous allons nous construire des technologies. Aujourd'hui, je vais reprendre ce cycle-là avec l'intelligence artificielle, c'est un peu ce que tu disais aussi en introduction. Aujourd'hui, il y a une vraie différence entre ce que je décrirais tout à l'heure comme l'intelligence artificielle faible qui nous entoure tous, et puis cette espèce d'utopie de l'intelligence artificielle forte qui ne nous entoure pas du tout et qui est plutôt manipulée. Voilà. Deuxième phase, la phase de massification. Alors, la phase de massification, elle est tout à fait intéressante, puisque, en fait, ça va être une phase totalement paradoxale. Nous
démarrons la phase de massification de l'Internet à la fin des années 90. Pourquoi on dit nous démarrons? Parce que nous allons aller, les familles vont aller, les individus vont aller s'équiper massivement. Et donc on a des courbes, je ne vous l'ai pas mis là, on a des courbes qui grimpent quelquefois à 2 chiffres de plus par an en termes d'équipement et de connexion. Et en même temps, on se rend compte que ça ne va pas résoudre les problèmes du monde, on se rend compte que ça ne va pas nous solutionner tout, on va revenir à des usages qui sont beaucoup plus prosaïques. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les années 90, on va commencer à faire du courrier électronique, on va développer largement un certain nombre d'usages vraiment basiques, en fait, qu'on va considérer comme des usages basiques. Et cette massification va s'arrêter avec la bulle Internet, en fait, au milieu des années 2000, pour rentrer, pour ce qui est de l'Internet fixe en tout cas, dans la phase de banalisation, la phase où nous sommes aujourd'hui pour cette technologie-là. Et donc, cette technologie-là, étant banalisée, elle offre le creuset anthropologique pour qu'une autre technologie lui succède. C'est clair ce que je vous dis? Donc, on est, en fait... je vous le montrerai tout de suite dans l'histoire de l'intelligence artificielle. On est en plein hiver de l'intelligence artificielle sur la période de massification de l'Internet. Ça n'intéresse plus personne, l'intelligence artificielle, parce qu'on a d'autres préoccupations globales, qu'on a d'autres préoccupations, et ces autres préoccupations, c'est communiquer, et donc c'est le développement de l'Internet. Donc j'arrive sur l'intelligence artificielle. Je vais essayer de ne pas en faire trop long parce que je voudrais aussi arriver aux thématiques. Voilà, pour faire simple, qu'on prenne les définitions de Turing, de Minsky, etc. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est programmer des ordinateurs pour des tâches suffisamment complexes qui s'inspirent des tâches que vont réaliser des humains ordinairement. Donc ça, c'est, on va dire, les définitions un peu générales et un peu globales des gens qui les ont installées. Donc on se retrouve en fait avec un déroulé historique qui démarre du fameux article de Alan Turing, vous savez, le fameux test de Turing de 1950. De 50 à 69, avec au milieu en 56 la grande conférence. L'histoire des technologies est souvent marquée par un moment donné où, on va dire, les experts se rencontrent et mettent au point finalement une espèce de kick-off, une espèce de démarrage. Et donc on sait à peu près que ça s'est passé en 56 au Dartmouth College aux États-Unis. On est sur l'utopie des systèmes experts et de la compréhension du langage naturel. C'est-à-dire que les deux grands trucs qui vont tenir l'intelligence artificielle de l'époque, c'est comment on peut remplacer un expert et une parole d'expert. On va avoir toutes ces logiques de cumulation d'expertise humaine pour alimenter des choses qui, évidemment, n'ont pas les moyens technologiques à l'époque. C'est plus tout à fait la même chose. Et de l'autre côté, c'est la question du langage naturel. Ça ne donnera absolument aucun effet. Et comme ça ne donne aucun effet, finalement, on va dire les intérêts scientifiques et les intérêts politiques, la question des financements dont tu parlais tout à l'heure, glissent dans ce que tout le monde appelle l'hiver de l'intelligence artificielle, qui va basculer lorsque IBM, on pourrait dire que l'acronyme d'IBM, c'est aussi têtu comme IBM, lorsqu'IBM, qui était quand même attaquée de toutes parts, je vous rappelle qu'en 97, IBM n'est plus que l'ombre d'elle-même, bouffée par la micro-informatique, bouffée par par l'Internet qui arrive, etc., va quand même se payer le luxe de battre Kasparov avec la programmation du fameux Big Blue, le gros ordinateur d'IBM, qui finalement déclenche quelque chose d'assez étonnant. Ça va faire fantasmer tout le monde. Et on se retrouve avec, entre 2000 et 2010, une avalanche, en particulier cinématographique, parce que je pense que ça, il y a eu plein de textes, d'ouvrages, etc. C'est moins accessible en général au public, mais ça, vous connaissez. Matrix, Intelligence artificielle de Steven Spielberg, inspiré par le 2001 de Stanley Kubrick, iRobot, etc., etc. Effectivement, on a un regain qui va plutôt le poser sur le plan culturel. Et cette bascule culturelle va faire réintervenir
finalement des financements publics, des financements industriels, etc. Donc c'est intéressant de voir ce jeu, en fait, entre comment la population considère telle ou telle technologie et comment l'investissement public ou l'investissement industriel est plus ou moins bien reçu. Et là, on est en train de rentrer dans une nouvelle phase de l'Internet. C'est en fait ce que moi j'appelle la massification, en référence à mon modèle d'intégration des technologies, la massification de l'intelligence artificielle faible. Ces programmes nous paraissent intelligents quand on les analyse un peu, mais finalement, ils ne le sont pas. Ce ne sont que de la compilation de type big data et statistique, de la compilation de choses que nous faisons. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? Je ne sais pas si vous le faites, mais vous devez probablement le faire si vous naviguez sur Internet. Vous passez votre temps à reconnaître des chats. Vous savez ce que c'est que les CHAPCA pour vérifier que vous n'êtes pas un robot ? À chaque fois que vous reconnaissez un chat, vous alimentez un algorithme chez Google. À chaque fois que vous reconnaissez un feu, vous alimentez un algorithme chez Google. Et donc, c'est nos clics qui alimentent ces big data, et nos clics fournissent un semblant d'intelligence artificielle, mais cette intelligence artificielle n'est pas intelligente. Elle est juste plus puissante que les autres algorithmes précédents parce que la masse des données est organisée de manière à ce qu'on puisse, ce que tu disais tout à l'heure, à ce qu'on puisse la traiter derrière. Deuxième sortie médiatique, Google voulant quand même s'affirmer comme le géant numérique aujourd'hui. Vous voyez, IBM hier, Google aujourd'hui, avec le fameux AlphaGo qui en 2016 bat le champion du monde de Go. Donc pour faire très simple, on a une première partie d'intelligence artificielle qui est plutôt autour de ce qu'on va appeler les systèmes experts, qui va donner des résultats plus ou moins mitigés, c'est le moins qu'on puisse dire. On rentre à la fin des années 90, début des années 2000 sur cette histoire de machine learning. Le machine learning, c'est quoi ? C'est exactement ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qu'on va stimuler des machines avec des algorithmes, finalement, derrière lesquels il y a des utilisateurs. Comme l'Internet est passé par là, il n'y aurait pas l'Internet, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que, comme l'Internet est passé par là, nous sommes très nombreux à manipuler ces machines, et donc les machines apprennent de ce que nous faisons. On rentre maintenant dans le deep learning, c'est-à-dire qu'on va commencer à croiser. Ils vont commencer à croiser. La formule, c'est plus il y a de couches, plus c'est deep, et plus ça paraît être de l'intelligence artificielle. Le deep learning, c'est de croiser le machine learning, de plus en plus de machines, d'algorithmes, de champs, etc., etc. Donc on en est là, en gros. Ce qui veut dire que, visiblement, il y a deux manières de regarder l'intelligence artificielle. Celle du quotidien, c'est-à-dire qu'en gros, c'est clair, du côté des petits robots qui sont en train d'arriver, des assistants vocaux, du côté des jeux vidéo, du côté de Google, Facebook, Spotify, Netflix, toutes les plateformes, etc., on a une intelligence artificielle qu'on va appeler faible parce qu'elle prend nos informations et on a l'impression que c'est magique, mais non. Elle prend les informations que nous lui avons données et elle nous les restitue de manière maligne. On va dire la caractéristique de l'intelligence artificielle faible, c'est ça, c'est de restituer de manière maligne. Et je vous rappelle quand même que Google, quoi qu'on en dise, c'est quand même la plus grosse agence de publicité du monde. Le modèle économique de Google, c'est de vendre de la publicité. Ils ont commencé comme ça. Même s'ils sont engagés effectivement dans la lutte, etc., des investissements massifs sur l'intelligence artificielle, soyons sérieux. Je dis ça très à l'aise, j'ai débattu avec le directeur éducation de Google le week-end dernier, donc c'était assez sympa. Mais même lui reconnaît ça. C'est-à-dire que globalement, on est quand même dans une situation où on fait plus de la com. Ils sont très bons là-dessus, hein, je dis pas le contraire. Mais on est plus dans la com que dans la science. Voilà, pour faire simple. L'IA forte d'une machine qui serait capable d'apprendre d'elle-même et d'apprendre ce que c'est que d'être intelligent, en sachant que je ne veux pas ouvrir le débat parce qu'on en a pour des heures, on est vraiment loin de là, on est encore dans de l'utopie. Donc on assiste à un processus qu'on a plutôt mis en avant pas mal ces dernières années sur d'autres sujets, ce que moi j'appelle la fétichisation de l'IA. C'est-à-dire qu'à force de parler d'IA à longueur de médias,
On parle finalement de cette IA absolument horizon, absolument utopique, etc. Ça nous permet d'éviter de nous poser un certain nombre de questions sur le sens de l'IA quotidienne, quoi. Parce que les algorithmes de l'IA faible, ça nous conditionne la vie. Je vous parlerai tout à l'heure des enfants de Fortnite, de l'économie de l'attention. Ça, c'est de l'IA faible, et pourtant, les effets sont très forts. Donc voilà, hein, peut-être que nous faire rêver sur l'IA, fétichiser l'IA globale, ça nous fait glisser sur des préoccupations qui seraient des préoccupations éducatives, sociales, culturelles, etc. En fait, les deux champs, c'est Learning Analytics et Adaptative Learning. Learning Analytics, c'est quoi? C'est le traitement de toutes les traces éducatives laissées par les élèves ou par les étudiants, de manière à avoir des retours sur les étudiants. La question centrale, c'est la question du feedback, qui les aide à réussir, à apprendre, à organiser leur travail, à avoir de meilleures notes, etc. Et on sait que dans les... Enfin, on l'expérimente au CNAM, on l'expérimente dans plusieurs universités bretonnes. On sait qu'il y a des dispositifs. Par exemple, notre dernière expérimentation à Rennes, on peut prédire les résultats des étudiants, de certains étudiants de licence en ligne, parce que c'est vraiment là qu'on a le plus de données, en ligne à partir des clics et des temps de connexion de ces étudiants, parce qu'on a un modèle qui nous permet de dire finalement ceux qui bachotent à la fin seront moins bons que ceux qui sont en train de travailler d'un bout à l'autre, et ils marchent à 80%. C'est-à-dire qu'à 80%, on est capable de prédire ça. À partir du moment où on a ce modèle-là, pourquoi ne pas le restituer aux étudiants? Et ceux qui ne démarrent pas, ils ont des petites alertes. On est en train d'expérimenter ça. Mais attention, le TP arrive bientôt. Alors, je suis sur les étudiants, hein. On va dire, pour les élèves, on est dans un autre sujet, sur le sujet scolaire. Mais attention, l'examen arrive bientôt. Peut-être que ça serait intéressant. Donc, on voit bien que ça renvoie à ces notions de auto-formation, autodirection. Tu parlais de l'orientation, donc presque auto-orientation, et capacité finalement à concevoir des dispositifs qui permettent, grâce au traitement des données, d'orienter les étudiants. L'adaptative learning, c'est comment on transforme les offres de formation vis-à-vis des demandes, des résultats des étudiants. On prend les données d'une université complète ou d'une filière complète et on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Enfin, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur l'évaluation.